Internet a tout changé. Notre façon de communiquer, de consommer, de nous cultiver et de payer. Désormais, qu'il s'agisse d'euros, de dollars ou de yuan, les monnaies du monde moderne sont en grande majorité des données informatiques stockées sur des serveurs. En quelques années, avec l'avènement du web, l'argent a muté. Il est devenu virtuel. Bienvenue dans un nouvel âge monétaire. Mais quel crédit accorder à une monnaie qui n'existe pas ? Comment avoir confiance en des devises virtuelles que l'on peut émettre en quelques lignes de code ? Et qu'est-ce qui nous assure que nos données transactionnelles de paiement ne tombent pas entre de mauvaises mains ? Ces questions, un groupe d'informaticiens se les pose depuis les années 80. L'un d'eux, un certain Satoshi Nakamoto, y a apporté la réponse la plus radicale qui soit. Un simple programme informatique qui allait avoir un impact phénoménal, le Bitcoin. « 1993. Le World Wide Web n'a que 3 ans. Seulement 600 sites sont consultables en ligne, mais déjà un groupe d'informaticiens anticipe un futur où nos vies seraient intégralement numérisées. Les cypherpunks, littéralement les punks chiffrés. Dans ce monde-là, toute action numérique devient une trace. Nos échanges, nos emplois, nos loisirs, nos achats. Adieu secret et vie privée. Eric Hughes, mathématicien et développeur américain, décide alors de mettre en ligne le manifeste d'un cypherpunk, un court texte qui martèle une nécessité majeure pour ces résistants du code, protéger la vie privée sur les réseaux. À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage qui nous accordent gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée et nous allons nous en charger. L'outil principal de cette protection, le bouclier brandi par les cypherpunks, c'est la cryptographie. Une discipline qui, avec l'apparition des premiers ordinateurs, a fait d'énormes progrès dans les années 70. La cryptographie, c'est l'art de brouiller l'information pour la rendre inintelligible, sauf pour ceux qui possèdent la clé pour la déchiffrer. Les cypherpunks, un groupe d'activistes basé dans la région de San Francisco, voulaient promouvoir un chiffrement fort. Grâce aux possibilités offertes par l'informatique et la cryptographie, les cypherpunks façonnent de nouveaux outils numériques. Des logiciels pour surfer sur le web en tout anonymat, des programmes pour communiquer et échanger de façon privée. Ce mouvement s'est efforcé de recréer certaines institutions essentielles de la société en utilisant les mathématiques complexes de la cryptographie. Des modes de scrutin, par exemple, et bien sûr la monnaie. Les cypherpunks estimaient que la cryptographie apporterait de nouvelles libertés. La liberté de communiquer ou d'envoyer de l'argent. Beaucoup réfléchissaient à un système de monnaie numérique. C'est tout naturellement que les cypherpunks en arrivent aux premières tentatives de monnaie électronique. Leur but affiché est de libérer les citoyens de ces passages obligés que sont les banques et les gouvernements. Car ce qu'ils craignent plus que tout, c'est un système monétaire entièrement dématérialisé et ultra centralisé. Un système où tout acte d'achat, tout transfert d'argent serait enregistré et stocké dans un fichier central contrôlé par une banque privée et même un État. Selon eux, on ne peut s'exprimer librement qu'à condition de protéger son anonymat. C'est la condition sine qua non pour parler de manière authentique. Pour les cypherpunks, créer un outil monétaire totalement anonyme et sécurisé, où la confiance serait assurée par le réseau lui-même, est une nécessité.
la condition de la liberté. Et cela devient vite un challenge collectif, une course à celui qui sera le premier à coder ce système monétaire révolutionnaire. À partir de la fin des années 80, on a vu des dizaines de tentatives pour créer une monnaie numérique fondée sur la cryptographie. Mais les échecs sont nombreux. Pendant des années, aucune tentative ne parvient à convaincre. Certains écueils semblent infranchissables, notamment celui de la double dépense. Le problème de la double dépense résulte du fait que l'information numérique est aisément copiable. Comment s'assurer qu'une monnaie numérique ne soit dépensée qu'une seule fois? Quand vous donnez un billet de banque à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Mais vous pouvez donner une copie d'un objet numérique, une copie parfaite, identique à l'original, et conserver l'original. Il y a maintenant 2 copies, et vous pouvez répéter l'opération. En informatique, tout est reproductible à l'infini. Résoudre le problème de la double dépense, c'était trouver le moyen de rendre le copier-coller obsolète en son royaume, d'inventer l'unicité numérique. Sans cela, Bitcoin ne pouvait pas exister. C'était technologiquement très complexe à résoudre, donc ça a mis des décennies pour arriver. Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés, et aussi d'un mouvement idéologique, peut-être libertarien, cypherpunk derrière. Et certains ont créé des précurseurs de Bitcoin, mais sans succès. Ces nouvelles espèces de monnaies sont mortes-nées sur la table d'opération. Elles sont jamais sorties du labo. Les cypherpunks voulaient créer une monnaie numérique, mais ignoraient tout de la monnaie. Ils étaient experts en cryptographie, mais pas en économie ou en politique monétaire, contrairement à Satoshi. Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto envoie un message sur la cryptographie mailing list, une liste de diffusion par email d'informations entre passionnés de cryptographie. L'énigmatique Satoshi y expose son projet de monnaie numérique baptisé Bitcoin. Bitcoin est né en 2008, donc pile pendant la crise. Est-ce un hasard ou pas, c'est difficile à dire. Je pense que ça faisait plusieurs années qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis du système financier traditionnel. Lehman Brothers venait de s'effondrer. Il y avait des plans de sauvetage massifs. C'était une période extrêmement stressante. Satoshi a attendu ce moment précis. Il venait de créer le Bitcoin, mais a attendu que les marchés financiers soient au comble du désespoir pour le lancer. Alors que la crise économique mondiale fait rage et que les banques deviennent l'ennemi public numéro 1, Satoshi Nakamoto publie son livre blanc, le White Paper. 8 pages qui décrivent avec précision le fonctionnement du Bitcoin. Avec cette nouvelle monnaie, son intention est de court-circuiter les acteurs financiers traditionnels. Au début, les gens raillaient le Bitcoin, persuadés que ça ne marcherait jamais. Quelques mois plus tard, Satoshi a publié le code. Dès le lancement du programme, le 3 janvier 2009, Satoshi insère dans le code le titre du quotidien The Times faisant référence au renflouement des banques par l'État britannique suite à la crise de 2008. Le ministre des Finances britannique veut sauver les banques une deuxième fois. C'était une position très agressive, anti-banque, anti-banque centrale, anti-gouvernement. Satoshi écrit que le problème fondamental de la monnaie, c'est qu'elle nécessite la confiance pour fonctionner. Il faut se fier aux banques, au système de paiement, aux banques centrales. Avec le Bitcoin, Satoshi élimine cette exigence de confiance. Le réseau Bitcoin n'a pas été testé longtemps. Il s'est développé et est très vite devenu fonctionnel. Une poignée de codeurs s'intéresse au projet et propose leur aide à Satoshi. C'est notamment le cas d'un informaticien de la côte ouest américaine, passionné de cryptographie, Hal Finney.
Satoshi demandait qu'on l'aide à construire le système, à le lancer et à miner. Hal et Satoshi ont travaillé ensemble et Satoshi lui a envoyé la première transaction en Bitcoin. Sans jamais se rencontrer réellement, Satoshi et Hal parviennent à s'envoyer du Bitcoin directement, sans risque de double dépense. L'invention fonctionne. Mais de quelle façon ce tour de force est-il rendu possible ? Alors ce qu'a fait Satoshi, c'est qu'il a combiné très intelligemment des technologies assez complexes et des connaissances économiques pour mettre en place un système informatique qui permette d'encourager une communauté à gérer cette crypto-monnaie. Donc Bitcoin fonctionne avec ce qu'on appelle une blockchain, la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin, c'est quoi ? En fait, c'est simplement un grand registre qui va répertorier toutes les transactions faites en Bitcoin. La grande différence avec ce qui se passe d'habitude avec l'euro ou avec le dollar, c'est que ce registre, il va être stocké sur un grand nombre d'ordinateurs, de serveurs qui vont être répartis partout sur la planète et qui vont se mettre à jour de manière automatique, sans avoir besoin d'intervention humaine. Pour la première fois, on a une monnaie qui n'est pas gérée par une banque centrale, mais qui est vraiment gérée par une communauté. Et comme tout le monde vérifie tout le monde, et que personne ne se fie à quiconque, on ne peut que se fier au résultat final, parce qu'il a été vérifié par des milliers d'ordinateurs et qu'il est très difficile de mentir sur le réseau Bitcoin. Il y a une intuition qui est révolutionnaire, c'est d'avoir décidé par un acte proprement souverain que on allait faire payer le coût d'entretien du système, ce que d'autres avaient déjà imaginé, en le rémunérant avec la monnaie du système. Le 5 octobre 2009, un site web de New Liberty Standard donne pour la première fois au Bitcoin une valeur en dollars. Avec $1, vous pouvez acquérir 1500 bitcoins. Enfin, un pont est construit entre le bon vieux dollar échangé partout dans le monde et la crypto-monnaie imaginée par Satoshi. Le Bitcoin a acquis une valeur réelle. Entretenir le réseau en faisant tourner le programme de Satoshi et être récompensé en Bitcoin fraîchement émis devient financièrement intéressant. Car au cœur du fonctionnement du Bitcoin, un processus en particulier joue un rôle primordial, le minage. Qu'est-ce que le minage ? Grande question. C'est une industrie, une philosophie, mais c'est surtout le fondement de la technologie Bitcoin. C'est un système monétaire. Une monnaie, on la possède ou on l'envoie. En gros, ça se résume à ça. Pour exprimer ça dans un système informatique, il faut créer une base de données qui liste ce que chacun possède. Pour transférer de l'argent, on modifie la base de données. Mais dans un système décentralisé, où il n'y a pas qu'une seule entité qui fait ces modifications, tout le monde doit les faire en même temps. Donc chaque participant de l'écosystème Bitcoin possède une copie de la base de données. Quand quelqu'un veut faire une transaction, et donc modifier la base de données, il doit se coordonner avec le réseau pour s'assurer que tous les membres sont d'accord. Toutes les 10 minutes environ, un bloc contenant en moyenne entre 1000 et 2000 transactions est validé via le minage. Ces nouvelles transactions sont ajoutées au livre de compte de Bitcoin, la blockchain, ou chaîne de blocs, ainsi nommée car chaque bloc est lié aux autres comme le maillon d'une chaîne. La blockchain de Bitcoin constitue donc un registre public infalsifiable parce que sans cesse vérifié par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Mais comment gérer un registre décentralisé sans sombrer dans l'anarchie ? Comment choisir celui ou celle qui pourra ajouter les dernières transactions dans le registre de Bitcoin ? Pour Satoshi, la réponse était simple. Il suffisait d'organiser pour chaque bloc une loterie numérique.
Le réseau crée un problème mathématique très complexe que quelqu'un doit résoudre pour créer un nouveau bloc dans la blockchain, environ toutes les 10 minutes. Et celui qui trouve la solution, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, peut décider ce qui va se passer sur le réseau Bitcoin au cours des 10 minutes suivantes. Celui qui trouve cette aiguille dans la botte de foin gagne du Bitcoin et le droit d'inscrire les dernières transactions dans le grand livre de compte. Pour falsifier une transaction, il faudrait disposer de plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. Étant donné le nombre d'ordinateurs qui font aujourd'hui tourner le programme, c'est presque mission impossible. Car plus il y a d'ordinateurs sur le réseau, plus le Bitcoin s'avère robuste. Il faut utiliser de plus en plus d'énergie pour valider un nombre croissant de blocs. Pour modifier le passé, il faut revalider tous les blocs depuis ce moment dans le passé. Et pour ce faire, il faut dépenser à nouveau toute cette énergie. Celles et ceux qui minent du Bitcoin s'apparentent à des chercheurs d'or des temps modernes. On les appelle d'ailleurs des mineurs. Comme les chercheurs d'or, plus un mineur de Bitcoin a de ressources, de machines, plus il a de chances de remporter la loterie que constitue le minage et donc de gagner du Bitcoin. Depuis 2009, c'est l'escalade. Alors qu'il était possible de miner du Bitcoin avec un simple ordinateur de bureau au début du réseau, aujourd'hui les mineurs se sont professionnalisés et leurs mines ressemblent davantage à des data centers énergivores qu'à des installations bricolées. Les gens s'inquiètent du fait que le minage de Bitcoin utilise trop de ressources naturelles et pollue l'environnement. Ils ont raison, bien sûr. Ça utilise de l'énergie, ce n'est pas sans contrepartie. Ça a un coût, mais il faut le voir aussi comme un investissement. On dépense toute cette électricité dans Bitcoin, qu'est-ce que ça nous rapporte? Les gens ne voient pas encore la philosophie derrière le Bitcoin. L'idéal cypherpunk, l'idée d'être propriétaire de vos données, de ne plus être tributaire des banques, de révolutionner nos vieux systèmes et de rendre le pouvoir aux gens, toutes ces idées géniales. Pour devenir ce système monétaire autorégulé et fiable, le Bitcoin nécessite une dépense énergétique considérable. Mais qu'apporte-t-il par rapport à nos modes de paiement traditionnels? Pourquoi aurions-nous besoin d'une monnaie qui se passe des banques? Et Bitcoin, c'est pas devenu une monnaie du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une monnaie. De mon point de vue, c'est plutôt une monnaie en devenir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en train de devenir une monnaie progressivement. Pourquoi? Pas parce que l'État, à un moment donné, dit « voilà, ça c'est une monnaie », mais parce que, tout simplement, de plus en plus de gens décident de l'utiliser comme monnaie. Le 22 mai 2010, un internaute du nom de Laszlo Anies décide d'acheter 2 pizzas avec du Bitcoin. Laszlo a posté un message sur le forum Bitcoin Talk. Je voudrais acheter une pizza pour 10 000 bitcoins. Et quelqu'un a dit « Ok, donne-moi ton adresse, je te livre une pizza et tu m'envoies des bitcoins. » Ce fut sans doute le premier achat physique payé en bitcoin. Une pizza très chère. 10 ans plus tard, avec la flambée du cours, les 10 000 bitcoins de Laszlo Anies représentent l'équivalent de 90 millions de dollars. 90 millions pour 2 pizzas. En tout cas, c'est bien ce moment qui marque les débuts du Bitcoin comme monnaie d'usage. Sur quoi repose une monnaie? Elle repose sur la confiance de ses utilisateurs. Et la question, c'est sur quoi repose cette confiance? Pour les monnaies actuelles, les monnaies étatiques, on a confiance dans ces monnaies parce que ces monnaies sont émises par l'État, on peut payer nos impôts dans cette monnaie et l'État garantit une forme de monopole de ces monnaies sur le territoire national. Pendant des milliers d'années, la monnaie était échangée librement, de manière anonyme, de personne à personne, sous une forme universellement reconnue, comme l'or par exemple. Une monnaie qui n'existe que sous forme de carte plastique ou de papier, qui est strictement contrôlée par un gouvernement centralisé et limitée au territoire national, qu'il est souvent interdit de transporter hors des frontières et qui est régulée de manière très stricte,
À l'échelle de notre histoire, ça n'existe pas depuis très longtemps. Anonyme, décentralisé, incensurable. La philosophie cypherpunk, embarquée dans le code même de cette nouvelle monnaie, a surtout de quoi séduire des acteurs sulfureux, ceux dont personne ne veut dans les réseaux bancaires traditionnels. $20 secure phones to assist in staying anonymous? $5,000. Fighting legal cases across 5 countries? $1 million. Upkeep of servers in over 40 countries? $200,000. Donations lost due to banking blockade? $15 million. Added cost due to house arrest? $500,000. Watching the world change as a result of your work? Priceless. There are some people who don't like change. For everyone else, there's WikiLeaks. Décembre 2010. À la demande du gouvernement américain, Visa et Mastercard, acteurs du vieux monde monétaire, bloquent tout transfert d'argent vers WikiLeaks, le site de lanceur d'alerte développé par Julian Assange. C'est le début d'un véritable blocus financier qui a pour but d'assécher les comptes de l'organisation. Plusieurs gouvernements ont sommé PayPal, Visa et autres de censurer leurs transactions, car Wikileaks était jugé dangereux, car il dévoilait leurs infos confidentielles. Pour accepter des dons, Wikileaks s'est tourné vers le Bitcoin, qui n'a pas besoin de permission. C'est un bel exemple de la résilience du Bitcoin en tant que monnaie sans permission. Personne ne peut vous prendre ou vous empêcher de recevoir du Bitcoin. Les dons en Bitcoin affluent et l'opération est un succès. Grâce à l'équivalence entre le Bitcoin et le dollar, elle permet à Wikileaks de se maintenir à flot sans qu'aucun gouvernement ou entreprise ne puisse l'en empêcher. Elle offre aussi une visibilité sans précédent au Bitcoin. Pour Satoshi, qui avait créé cette nouvelle monnaie, il était prématuré de donner un coup de pied dans la fourmilière. Le Bitcoin ne survivrait pas à une attaque gouvernementale. Heureusement, les gouvernements ne s'en inquiétaient pas à l'époque et le Bitcoin a survécu. Et Satoshi commençait aussi à se demander s'il devait participer au projet et a fini par disparaître. Satoshi Nakamoto cesse toute communication au printemps 2011. Il n'écrira plus aucun message public ou privé et ne donnera plus jamais signe de vie. Sur la même période, en février 2011, un nouveau site de commerce en ligne nommé Silk Road fait son apparition sur une zone incontrôlée et anonyme d'Internet, le Darknet. Bitcoin, dont le registre public est traçable mais chiffré, permet d'effectuer des transactions sous pseudonyme, est tout désigné pour devenir la monnaie des criminels. You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. It's a 4-month-old website boasting thousands of members. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Début 2011, le Bitcoin atteint la parité avec le dollar. Entraîné par Silk Road, son cours s'envole. Pendant près de 2 ans, toutes les ventes sur Silk Road se font en Bitcoin. 1,2 million de transactions pour un total de 9,5 millions de bitcoins échangés, soit plus d'1 milliard de dollars de transactions. Cette crypto-monnaie n'est clairement plus une petite expérimentation d'informaticiens isolés. Avec Wikileaks et Silk Road, Bitcoin gagne évidemment en notoriété, mais aussi en mauvaise presse. Fin 2013, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, est arrêté. Il sera condamné à la prison à vie. Silk Road est fermé. De nombreux défenseurs du Bitcoin sont inquiets. Selon certains experts, le site concentrait près de la moitié des transactions réalisées en Bitcoin dans le monde. Sa fermeture porte un coup sévère à la crypto-monnaie. Le cours chute d'ailleurs de près de 20% dès la fermeture du site. Pourtant, malgré le bad buzz, la monnaie reprend son ascension.
Ce fut une année incroyable, qui a vu le cours de Bitcoin bondir de 10 à 1000 $, soit 100 fois plus. C'était fou car en janvier 2013, nous n'étions qu'une douzaine à la conférence Bitcoin de San Francisco. En mars, quand le cours atteint 260 $, il y avait 100 personnes. Des firmes de capital à risque distribuaient leurs cartes de visite. On se disait, cette histoire de Bitcoin devient réalité. On parlait du Bitcoin au Congrès américain. Des sociétés levaient des fonds pour créer des produits et services. Les gens étaient scotchés que le cours atteigne 1000 $. C'était une nouvelle technologie, une nouvelle monnaie viable. Bien sûr, ça prenait de l'essor. Les gens en entendaient parler, la philosophie sous-jacente séduisait, posséder ses propres données, être anti-banque. Mais comment expliquer un tel engouement? Pourquoi le cours de cet objet virtuel bat-il régulièrement des records? Un premier élément de réponse se trouve probablement dans le régime d'émission du Bitcoin. Car à la différence de nos monnaies traditionnelles émises sans limite, le nombre de Bitcoins créés chaque jour diminue avec le temps. Son émission cessera un jour définitivement à 21 millions. Comme l'or, le Bitcoin est rare. Et les premières pépites prennent désormais une valeur inespérée. La transaction initiale de 10 Bitcoins, faite par Satoshi Nakamoto à Hal Finney en 2009, vaut désormais plusieurs centaines de milliers de dollars. Le génie de Satoshi réside dans sa politique monétaire. Il a inventé la rareté numérique en limitant le nombre de Bitcoins à 21 millions. Il n'y en aura jamais un de plus. Et donc, les bitcoins existants auront plus de chances de conserver de la valeur, voire d'en prendre, ce qui est en train de se passer, plutôt que de voir leur valeur diminuer dans le temps. L'envolée du cours du Bitcoin rend ses adeptes littéralement fous. Comme c'est le cas de cet informaticien anglais, James Howells, qui reste hébété lorsqu'il découvre en 2013 qu'il a jeté un disque dur sur lequel était stockée la clé privée de son portefeuille Bitcoin. When I started to hear stories of, the Silk Road shut down and obviously other individuals making their profits and their millions, the penny dropped then, that I had 7,500 Bitcoins on a hard drive that I'd thrown out a few months ago. But to get your money, you would need that hard drive? Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. So a Bitcoin wallet Un portefeuille Bitcoin, c'est l'équivalent de votre compte en banque. Sauf que c'est vous qui le contrôlez. Vous possédez le mot de passe, la clé privée, que vous devez garder pour vous. Mais vous pouvez permettre la consultation de votre compte via la clé publique. Elle permet de voir combien de Bitcoin vous avez et de vous en envoyer. Tandis que votre clé privée débloque votre portefeuille. À chaque portefeuille Bitcoin sont associées une clé publique et une clé privée unique. La clé publique, c'est votre identifiant, l'équivalent de votre numéro de compte en banque. Elle permet de visualiser le contenu de votre portefeuille et d'y envoyer des Bitcoins. La clé privée, en revanche, constitue votre mot de passe. Elle permet d'accéder au Bitcoin de votre portefeuille et celui qui la détient en contrôle le contenu. Ce qui est cool, c'est que personne n'a accès à vos bitcoins sans cette clé privée. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Si vous perdez cette clé ou oubliez son mot de passe, c'est perdu à jamais. J'accède à mon compte en banque via une application sur mon iPhone. Si je perds ou je casse mon iPhone, j'ai toujours accès à mon argent, car j'ai confiance en la banque. Ils ne vont pas dire, si vous ne pouvez pas prouver qui vous êtes avec votre clé privée, on ne peut pas vous donner votre argent. Non, les banques ne font pas ça. Mais Bitcoin, oui. Si je perds mon portefeuille Bitcoin, c'est terminé. Et c'est ça le truc. Dans un système décentralisé, il n'y a pas d'entité centrale à qui il faut se fier. Il y a du pour et du contre. Il n'y a personne non plus à qui écrire un email ou aucun service clientèle qui puisse vous aider. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time
not throw that drive away. En 2017, et alors que le Bitcoin est à 20 000 $, tout le monde veut se lancer dans les crypto-monnaies. Des milliers de projets voient le jour, promettant tous des rendements faramineux. Et les acheteurs sont là. Début 2018, la capitalisation totale des altcoins, c'est-à-dire de la totalité des 2000 crypto-monnaies alternatives existantes, atteint les 800 milliards de dollars. Les gens voient que le cours du Bitcoin explose et se disent « Ah, j'ai vraiment raté le coche, j'aurais dû en acheter ». Alors ils sont à l'affût de la prochaine opportunité pour investir dans autre chose en espérant obtenir le même retour mirobolant qu'avec le Bitcoin. Et les altcoins sont clairement faits pour eux. En 2017, et avant ça en 2014, on a vu émerger des systèmes concurrents qui essayaient de recréer la magie de cette idée. Certains essaient vraiment d'innover, mais beaucoup profitent frauduleusement de cet enthousiasme en ne vendant que du vent. Bitcoin a des limitations, mais qui sont assumées. C'est-à-dire que on ne peut pas faire des milliers de transactions par seconde sur Bitcoin, et on ne peut pas programmer les transactions d'une manière très sophistiquée. Donc les autres crypto-monnaies ont essayé d'améliorer ces aspects de leur côté. Simplement, elles ont dû faire des concessions en termes de niveau de sécurité ou en termes de complexité, parce qu'on ne peut jamais gagner sur tous les tableaux. Puis, c'est l'implosion. En février 2018, Bitcoin perd plus de 70% de sa valeur et toutes les autres crypto-monnaies suivent. Une hécatombe. Les nouveaux acheteurs, connaissant au final très mal les mécanismes de ces monnaies numériques, prennent peur et vendent leurs actifs à la hâte et au plus bas. La débâcle est générale. En quelques mois, le marché des crypto-monnaies perd 700 milliards de dollars de valorisation. 700 milliards. Une apocalypse. Pour autant, début 2018, Bitcoin n'est pas pulvérisé par l'éclatement de la bulle des crypto-monnaies, car l'invention de Satoshi Nakamoto n'est pas qu'une simple monnaie. Sa technologie permet d'ouvrir d'autres horizons. Bienvenue dans le monde merveilleux de la blockchain. Fin 2017, je vivais dans la région de la baie de San Francisco. J'étais à une soirée et j'ai réalisé que les 8 ou 10 personnes présentes travaillaient toutes dans la blockchain. Ils disaient « Ma société a pivoté » ou « Je viens de rejoindre une nouvelle société, je dois concevoir un nouveau protocole ». J'étais sidérée. C'était vraiment surréaliste. Quelques mois avant à peine, quand je demandais ce que c'était, personne ne le savait. Avec Bitcoin, plus besoin de banques, plus besoin d'intermédiaires. La technologie de Satoshi Nakamoto inscrit la confiance, indispensable à tout échange, dans un programme informatique et au sein d'un réseau. La blockchain, un registre décentralisé et sans cesse vérifié, est l'élément clé de cette révolution informatique. La blockchain, c'est un terme un petit peu ambigu, parce qu'il y a deux significations possibles. Au sens strict, c'est le registre qui dit combien de bitcoins appartiennent à qui à chaque instant. Et au sens plus général, c'est l'ensemble de technologies qui permettent de sécuriser ce registre qu'on appelle la blockchain. La blockchain en soi, c'est pas tellement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée de consensus décentralisé. Inventer un système qui décentralise le consensus et qui élimine le besoin de confiance. Car on peut vérifier, on n'a plus besoin de faire confiance. C'est incroyablement puissant. Et quand on comprend la philosophie qui sous-tend la blockchain et les possibilités qu'elle offre, on voit que c'est une base très puissante pour de nombreuses applications futures. Si la blockchain permet de rendre les échanges monétaires autonomes, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire avec d'autres types d'informations, d'autres types d'échanges et d'autres secteurs ?
Assurance, droit d'auteur, titre de propriété, traçabilité alimentaire. Pour les promoteurs de la blockchain, le potentiel de ce nouvel outil technologique semble infini. Ces technologies-là, elles bouleversent vraiment le milieu financier, le milieu bancaire qui s'est penché dessus assez tôt. Il y a aussi naturellement le milieu assurantiel qui va être impacté puisque l'assurance, c'est quoi? C'est des transactions conditionnelles. Donc c'est de se dire, je vais rembourser mon assuré s'il se passe telle ou telle chose. Et ça, on peut le gérer dans une blockchain avec ce qu'on appelle des smart contracts, donc des programmes qui vont permettre d'automatiser des transactions. On a aussi le secteur du gaming, par exemple, pour qui c'est très intéressant, puisque dans le secteur du gaming, aujourd'hui, on a des jeux qui sont gratuits, mais dans lesquels les joueurs vont acheter des bots pour leurs personnages ou des épées, etc. Donc des actifs numériques qui ont une valeur et qui aujourd'hui sont en fait prisonniers du jeu. Et donc l'idée de mettre en place des applicatifs sur blockchain dans le secteur du gaming, c'est très intéressant, puisque les joueurs pourraient se revendre ensuite entre eux ces actifs, voire même les sortir du jeu, les faire fonctionner dans d'autres jeux, etc. Donc c'est très transverse finalement ces technologies puisque ça touche à tout ce qui a de la valeur numérique. La blockchain peut s'avérer dans certains cas extrêmement pertinente. Mais souvent, elle n'est utilisée que comme simple argument marketing, là où une base de données traditionnelle ferait très bien l'affaire. Il y a eu une hype médiatique autour des blockchains en 2015, 2016, 2017. Du coup, beaucoup de gens se sont fait une image un peu fausse de ces technologies. Ça a une certaine valeur ajoutée dans un projet, ça va permettre de créer un écosystème avec de la valeur numérique qui va être beaucoup plus décentralisé que si je mettais tout dans ma propre base de données. Mais la blockchain, c'est pas la magie, tout simplement. Les gens sont fascinés par la blockchain, au point d'en perdre la raison. Si vous changez le nom de votre magasin de vélo pour l'appeler le Blockchain Bicycle Shop, le cours de votre action va augmenter. En utilisant le mot blockchain dans sa levée de fonds, une start-up pouvait récolter 2 fois plus d'argent. De grosses sociétés comme IBM, Deloitte, ces grosses sociétés de conseil, et des banques d'investissement avaient intérêt à utiliser le mot blockchain qu'ils pouvaient saupoudrer sur leur stratégie d'entreprise. Quand on leur demandait quelle était leur stratégie, ils brandissaient ce mot blockchain. Blockchain will change the world. Mieux, rajoutez une pincée d'intelligence artificielle, une once de quantique, et vous obtenez la moitié des startups. Vous pouvez dire que votre blockchain d'IA quantique fait ci ou ça, mais vous n'avez toujours rien résolu d'intéressant. En réalité, si vous essayez d'appliquer la technologie de la blockchain à autre chose, vous réalisez à quel point ces composants sont liés les uns aux autres. Vous ne pouvez pas en extraire un élément. Ce serait un peu comme retirer le moteur d'un véhicule et espérer vous déplacer avec. Évidemment, le terme blockchain n'a pas été promu par hasard. Il a été promu aussi en raison du caractère dérangeant et sulfureux de Bitcoin. Comme si Bitcoin représentait un tabou et qu'on avait besoin de trouver un autre terme pour parler de cette révolution en cours. 5 ans plus tard, la technologie blockchain n'a pas tellement tenu ses promesses. Les crypto-monnaies, en revanche, sont sur le devant de la scène. Institutions financières, grandes entreprises, États, tout le monde s'y met. La Chine travaille sur sa propre crypto-monnaie. La Banque centrale européenne lance une vaste consultation publique sur la création d'un euro numérique. Le Salvador adopte le Bitcoin comme monnaie aux côtés du dollar. Le système s'approprie le Bitcoin et institutionnalise la monnaie anti-système de Satoshi Nakamoto. Traçabilité, instantanéité, programmabilité. Les monnaies numériques de banque centrale entendent révolutionner le cash. On voit des entités comme les États, et notamment des États totalitaires, être tentés d'avoir leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et leur contrôle sur l'économie. Et d'ailleurs, les tentations des États démocratiques européens d'émettre leur propre monnaie digitale, c'est un petit peu pour la même chose quand même. C'est aussi pour améliorer leur contrôle sur la vie des gens et pour améliorer leur contrôle sur l'économie. Pas de manière totalitaire comme en Chine, mais il y a quand même une logique similaire. Le test grandeur nature par la Chine de son yuan semble bien indiquer que les crypto-monnaies constituent la suite logique de l'évolution de notre argent.
des millions de transactions réalisées en quelques mois pour un total de plus d'1 milliard de yuan. La réussite est flagrante. Et le yuan électronique n'attend plus qu'une chose, être déployé à l'échelle nationale. Une victoire pour le gouvernement chinois, mais un recul probable pour la population, dont les faits et gestes sont déjà fortement soumis à la mainmise d'un État surpuissant et adepte du crédit social. En Occident, on a d'un côté Facebook, WhatsApp, ses comptes bancaires, ses abonnements à des journaux, ses dépenses sur des sites d'achat, etc. Le modèle chinois, c'est d'avoir mis tout ensemble. Et tout ensemble dans un pays qui respecte très peu les libertés individuelles, comme on le sait. Ce qui veut dire, très concrètement, un accès à l'ensemble de la vie des personnes qui est rendu possible par le fait que tout est dématérialisé, donc tout laisse une trace électronique. Ces traces électroniques sont transformées, entre autres, dans ce que les Chinois appellent un score social, qui est une note fabriquée à partir de toute une série de comportements que ces applications mettent ensemble. Et ce score social a des effets très concrets sur votre vie de consommateur. Certaines choses vont vous coûter plus cher que d'autres. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'interdiction de prendre les transports. Vous allez arriver à l'aéroport et on va vous dire « Ah non, vous êtes interdit de monter dans l'avion parce que vous n'avez pas payé une amende ou autre ». Donc là, on voit vraiment un risque très important sur la vie privée, sur les libertés individuelles, si ces outils techniques sont utilisés à des fins de surveillance. Il n'est pas surprenant que la Chine construise un système totalitaire de surveillance financière. C'est une société totalitaire. Ce qui est surprenant, c'est que les autorités européennes, américaines et japonaises considèrent elles aussi, et dans certains cas, anticipent avec impatience l'éradication de l'argent liquide et la possibilité de surveiller et contrôler tous les paiements financiers de bout en bout. Le secteur privé s'est également emparé du sujet. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, tous lancent des expérimentations et mettent en place des projets de crypto-monnaie. Un comble lorsqu'on sait que le Bitcoin a été codé en réaction à ces acteurs financiers. Juin 2019, Facebook dévoile son projet de crypto-monnaie, Libra. Son idée est simple, donner la possibilité à n'importe lequel de ses utilisateurs d'envoyer de l'argent aussi simplement qu'un texto. As we sit here, there are more than 1 billion people around the world who don't have access to a bank account, but could through mobile phones if the right system existed. Les données personnelles aujourd'hui, c'est assez intéressant puisqu'on se rend compte que, en réalité, ça a énormément de valeur, mais peu de gens en sont conscients. On utilise des applications, on interagit, on like, on tweet, on partage, on poste, et pour autant, on ne gagne rien financièrement, alors que les entreprises qui fournissent ces plateformes s'enrichissent grâce à ça. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Libra will be a global payment system, fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Et si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Ça, c'est super pour ces applications qui vont pouvoir apprendre encore mieux à nous connaître, nous proposer plus de services, vendre et générer du profit avec ça. Mais en plus de ça, ils ont une intime compréhension de qui nous sommes. En 2020, Libra change de nom et devient Diem. Prévue pour fin 2021, cette crypto-monnaie s'annonce monopolistique. Détenue par un consortium d'entreprises privées, à l'initiative de l'un des acteurs numériques les plus controversés en matière de gestion des données privées, ça fait beaucoup. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. We've faced a lot of issues over the past few years, and I'm sure there are a lot of people who wish it were anyone but Facebook who were helping to propose this.
Si le nombre d'utilisateurs devient exponentiel, les ministères des Finances n'auront plus le monopole du contrôle de la monnaie, de la politique monétaire. Et là, pour de vrai, se posera la question de savoir qui peut diriger l'économie. But there's a reason that we care about this, and that's because Facebook is about putting power in people's hands. Diriger la monnaie, c'est diriger le crédit, c'est dire aux banques quelles doivent être leurs politiques. Et donc, ça a des effets très importants sur l'économie dans son ensemble. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûre que les GAFA, quand elles veulent développer leur monnaie, souhaitent aller jusque-là. Mais peut-être qu'elles ont aussi ce type d'ambition, en se disant qu'elles peuvent promouvoir d'autres types d'économies, diriger l'argent dans des directions qui leur semblent meilleures que ce que feraient des gouvernements. La difficulté, c'est qu'elles ne sont pas élues, ces GAFA, donc leur choix de faire mieux que les autres, ce sera en fonction de leurs propres valeurs, et valeurs qui n'auront été validées par personne d'autre qu'elles-mêmes. Avec Bitcoin, les cypherpunks souhaitaient émanciper et préserver la vie privée des utilisateurs de monnaie numérique. Désormais, les géants du web s'accaparent leur création, donnant naissance à une dystopie pire encore que celle qu'ils avaient imaginée. Un monde où la captation des données personnelles deviendrait une nouvelle mine d'or pour ces mastodontes. La force de frappe financière et publicitaire d'entités privées comme Facebook va-t-elle anéantir définitivement le rêve des cypherpunks ? Ou bien le code transparent de Bitcoin et sa gestion décentralisée portent-ils en eux la solution tant souhaitée par Satoshi Nakamoto ? Le moyen de s'en sortir, parce que bien entendu, oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi énormément de solutions, c'est de commencer petit à petit à adopter des applications qui sont open source, des applications qui sont respectueuses de la vie privée, des applications qui sont transparentes. Une technologie open source signifie que le logiciel est composé de code qui peut être aisément inspecté par tout un chacun, de manière collaborative, publique et très, très transparente. Pour les cypherpunks, coder ensemble, co-créer des outils ouverts à tous et les partager ouvertement coulait de source. C'était selon eux à cette seule condition que Bitcoin pouvait se développer, grandir et pleinement remplir sa fonction de monnaie autonome, respectueuse de la vie privée. Avec le Bitcoin, nous avons un système de prise de décision décentralisé où une communauté décide de ce qui est introduit, des changements à faire, de ce qu'il faut éviter de faire. Et chacun peut participer et proposer des changements. Ceci dit, il faut avoir de bonnes connaissances. C'est une technologie très spécifique et complexe. Les gens avec qui vous travaillez, collaborez ou avec qui vous êtes parfois en concurrence sont des cryptographes et des ingénieurs en informatique qui sont les meilleurs du monde. Bitcoin était avant tout un projet destiné à être un bien commun, à faire communauté. Lorsqu'il a mis en ligne le code de Bitcoin, Satoshi Nakamoto s'est assuré que chacune et chacun aurait le droit de le faire évoluer et progresser. La décentralisation du programme est totale. Il est d'ailleurs un détail significatif. Personne ne sait réellement qui est Satoshi Nakamoto. Nombreux sont celles et ceux, journalistes ou amateurs, qui ont cherché à savoir qui se cachait derrière ce pseudonyme. À ce jour, personne n'a trouvé de réponse. Personne non plus ne s'est officiellement réclamé d'être Satoshi Nakamoto de façon irréfutable. Il est tout à fait plausible que le Bitcoin soit le fruit d'un travail collectif plutôt qu'issu d'un seul individu. Et au final, peu importe. Le système partagé compte plus que l'individu qui l'a créé. La disparition de Satoshi Nakamoto fait que ça donne à la communauté une espèce d'autonomie. Il n'y a aucune figure d'autorité, aucune figure centrale vers laquelle on peut se retourner en cas de problème ou pour prendre des décisions difficiles. Ça crée une indépendance et une valeur pour le réseau Bitcoin que d'autres protocoles n'ont pas puisqu'on connaît leur fondateur. Le Bitcoin, si Satoshi Nakamoto existait et qu'on connaissait son identité, il n'aurait pas le potentiel et l'impact
qu'il a actuellement et qu'il aura dans l'avenir. Le cours du Bitcoin continue d'ailleurs de battre des records, comme c'est le cas en mars 2021. Sa valeur reste cependant extrêmement volatile et perd 50% dans les semaines qui suivent, sans effrayer néanmoins tous les investisseurs. What we're talking about this year is Cette année, on a vu que de gros investisseurs ont adopté le Bitcoin. Des grosses banques déclarent officiellement que le Bitcoin doit figurer dans un portefeuille. C'est du lourd, ça devient très sérieux. That's big news, that's actually very serious. On a vu des sociétés privées, comme MicroStrategy, qui a lancé le mouvement, mais aussi Tesla et d'autres, acheter d'énormes quantités de Bitcoin, pour des millions ou des milliards de dollars, en parlant d'investissement pour le futur. Je crois que la prochaine vague verra enfin une plus grande adoption par les consommateurs. C'est déjà de l'argent. Ça fonctionne déjà. On peut l'utiliser. On essaye de l'améliorer, de le rendre plus accessible, plus robuste. Le Bitcoin pourrait se démocratiser de notre vivant, mais il durera bien au-delà. Nous assistons au balbutiement d'une technologie fondamentalement déstabilisante et révolutionnaire, qui est en train de transformer une des technologies les plus anciennes de cette planète, la technologie de l'argent. Aujourd'hui, elle est difficile d'utilisation, compliquée, comprise par une infime fraction de la population humaine. Mais elle va changer le monde. Depuis le premier message de Satoshi Nakamoto, passé presque inaperçu sur une mailing list fréquentée par une poignée de cypherpunks, jusqu'au diem de Facebook, des arrière-cours sulfureuses de Silk Road et Wikileaks aux milliardaires de la Silicon Valley, le Bitcoin a parcouru un sacré chemin. La voie qu'il a ouverte est devenue une tranchée, où s'affrontent désormais des intérêts publics et privés de plus en plus importants. Dans un monde numérisé où la monnaie physique pourrait totalement disparaître d'ici quelques décennies, le Bitcoin continue d'offrir à chacun le moyen de préserver la dimension privée de ses échanges financiers. Mais il a aussi donné des outils aux États et aux grandes entreprises pour asseoir leur pouvoir sur l'économie et sur la vie des individus. Qui sortira vainqueur de cette bataille ? Impossible de le prédire, mais le Bitcoin démontre que désormais, sans même qu'on s'en aperçoive, les crypto-monnaies sont au cœur de notre futur.